Voici un ensemble de diapositives qui illustrent la situation du logement en Suède pendant les 100 dernières années, plus particulièrement celle des habitations plurifamiliales. Ces images montrent comment les citoyens du pays ont établi leurs propres organisations en se groupant et en agissant, ce qui leur a permis d'avoir leur mot à dire dans l'aménagement de leur habitat et de leur cadre de vie. Il y a 100 ans, la Suède était une société agricole. À la campagne se trouvaient les petits fermiers, c'est-à-dire des fermiers sans terre qui travaillaient pour le propriétaire. Parfois, ils possédaient les fermes sur lesquelles ils vivaient, mais c'était l'exception. Il y avait aussi des ouvriers agricoles qui travaillaient sur de grands domaines et recevaient un petit salaire en espèces. Ils étaient logés, nourris et chauffés au minimum. Ils vivaient dans des conditions de surpeuplement, souvent dans des chambres qui étaient froides, humides, pleines de courants d'air et de vermine. Pendant ce temps, les propriétaires et les fermiers aisés vivaient à l'écart et partageaient les rênes du pouvoir politique avec la classe moyenne riche. Seuls les hommes ayant du bien élisaient le Parlement. Les années 1870 et 1880 ont vu la population de la Suède augmenter fortement de 2,3 millions à 5 millions. La terre ne suffisait plus à procurer du travail aux masses de plus en plus nombreuses. Beaucoup ont fait leur bagage et quitté le pays. C'est en fait pendant cette période que la révolution industrielle a commencé en Suède, assez tard par comparaison avec les autres pays d'Europe. Le principe de l'usine est apparu, d'abord dans les scieries, plus tard dans les ateliers. Il a fallu attendre les années 1890 pour qu'intervienne la véritable poussée industrielle et en même temps une augmentation sensible de la force numérique de la classe ouvrière suédoise. Les travailleurs sont venus des régions rurales surpeuplées et le processus d'urbanisation s'est accru. Les villes et villages qui avaient des industries n'étaient pas prêts pour la grande invasion qui a eu lieu. Les gens sont arrivés en ville, chargés de leurs biens, mais il n'y avait pas de toit pour eux. En 1878, on logea les sans-abri dans l'hôpital fait pour le choléra. Et en 1902, il y avait bien des maisons comme celle-ci. Le parti au pouvoir à l'époque était les vieux libéraux. La construction de logements était aux mains de l'entreprise privée. La participation de l'État dans ce secteur était nulle. Les entrepreneurs ont construit des bâtiments et les villes ont poussé, mais sporadiquement. Le nombre de constructions mises en œuvre dépendait des espérances plus ou moins bonnes de profit et non des besoins. Les habitations étaient petites. Vers le tournant du siècle, un logement habituel de travailleurs pour 4 à 5 personnes comprenait une pièce plus une cuisine. 20% vivaient en meublé. Un tiers des habitations n'avaient pas de cuisine et les loyers étaient élevés. La situation du logement à la campagne n'était pas meilleure. Étant donné que souvent c'étaient les employeurs qui possédaient les logements, ces derniers étaient liés aux emplois et si un homme quittait son travail, il pouvait automatiquement perdre son toit. La spéculation immobilière fleurissait. Une caricature de l'époque résume parfaitement la situation. Monsieur l'architecte, divisez les pièces en deux, j'obtiens 40 kronor pour chacune. Vers le milieu des années 1880, les travailleurs suédois ont commencé à s'organiser et ont fondé les premiers syndicats. Les autorités ne s'intéressaient pas aux problèmes du logement et à tout ce qui les accompagnait, mais l'agitation du mouvement ouvrier pour un ordre nouveau faisait de ces carences une dangereuse question politique. En 1911, les sociaux-démocrates ont demandé au Parlement suédois une enquête sur la situation du logement pour les classes moins privilégiées. L'étude qui a suivi a révélé que les choses étaient au pire dans les communautés industrielles. Des façades que les Suédois modernes considèrent comme pittoresques cachaient à l'époque la sinistre réalité des conditions de vie de l'ouvrier.
Dans les maisons de campagne, d'extérieur souvent attirants, avec leurs murs de mâche-fer bleu et vert, provenant de hauts fourneaux, le surpeuplement était la règle du temps et les intérieurs de maisons étaient pauvres. La situation était légèrement meilleure dans les foyers ouvriers en ville, dont pourtant la moitié seulement avait un système d'approvisionnement et d'écoulement des eaux, et le loyer absorbait en moyenne 27% du salaire. L'enquête sur le logement n'a abouti à aucune intervention réelle des autorités. En fait, la Suède a sombré dans une crise du logement encore plus sérieuse pendant la Première Guerre mondiale. La politique du bien-être social laissait beaucoup à désirer. Des comités comme celui-ci avaient la responsabilité d'aider les pauvres. En 1917, il existait en Suède une sérieuse agitation politique ayant pour cause des augmentations de prix, une pénurie de nourriture et une crise du logement. La Première Guerre mondiale a finalement révélé les défauts d'une industrie de la construction dépendante du marché. On a aménagé des logements de secours, tels ceux-ci, dans le gymnase de l'école de formation de la police à Stockholm. Chaque famille a reçu un carré. On a bâti aussi des logements provisoires pour ouvriers. Dans les villes à croissance rapide, le prix du terrain est monté en flèche par suite d'une spéculation éhontée sur les lotissements. Mais plusieurs grandes villes ont acquis de la terre pour assurer leur croissance. Elles ont divisé de larges portions de ces espaces neufs acquis à leur périphérie en terrains à bâtir loués à bail. Ces locations pouvaient comporter certaines conditions établies par les autorités locales quant au loyer et à la qualité des logements. Certains de ces terrains loués allaient à ceux qui construisaient eux-mêmes leurs maisons. Cela signifiait que des familles ouvrières pouvaient bâtir leur propre maison sur de petits terrains au loyer peu cher. Les autorités locales ont fourni des plans normalisés, acheté en gros les matériaux et offert des conseils d'experts aux amateurs. Des familles entières, aidées de leurs amis, ont passé leur temps libre à se construire une maison. La première tentative de l'État dans le financement de la construction immobilière a consisté à faciliter l'octroi de prêts à ses propriétaires castors. Ces prêts étaient constitués en partie d'une subvention et en partie d'une hypothèque à longue échéance à un bateau d'intérêt garanti. Vers 1917, les locataires ont commencé à s'organiser et à former des associations. Au niveau local, celles-ci se sont soulevées contre les loyers élevés et les propriétaires sans scrupules. Leur méthode comprenait le boycottage des occupations de propriété et le refus de payer les loyers. La pression politique exercée par tout le mouvement ouvrier a forcé le gouvernement à financer la construction d'immeubles d'appartements et à introduire un contrôle des loyers. L'activité des associations locales de locataires a subi un recul quand le contrôle des loyers a été aboli en 1923. Les membres les plus militants de ces associations ont vu leur loyer augmenter ou ont été expulsés. L'argument utilisé par l'association des propriétaires en faveur de l'abolition du contrôle des loyers était que la loi empiète sur le droit à la propriété privée et viole la constitution du pays quant au droit des individus de posséder et d'administrer leurs propres biens. Les associations locales de locataires étaient faibles et il était évident qu'il fallait une organisation nationale. Celle-ci a été fondée en 1923, tout de suite après l'abolition du contrôle des loyers. L'Association nationale des locataires devait aider légalement ses membres et exercer des pressions sur les autorités, les politiciens et les propriétaires. Sa devise, un logement honnête pour tout le monde. Mais les pressions ne suffisaient pas. Dans le cas présent, la seule façon d'avoir une influence réelle sur la situation du logement était par la propriété coopérative.
C'est ainsi qu'en 1923, l'Association des locataires de Stockholm a lancé la HSB, l'Association nationale des sociétés d'épargne et de construction des locataires, et elle a commencé à construire elle-même. L'année suivante a vu l'achèvement du premier ensemble HSB à Stockholm, possédé et géré par les locataires eux-mêmes. Il était financé par l'épargne même des occupants et avec l'aide des prêts. La HSB avait des liens étroits avec le mouvement syndical et les premiers ensembles d'appartements ont été construits en collaboration directe avec la section construction des syndicats. Un des dirigeants de la HSB répétait habituellement que, de toute évidence, une habitation ne devrait pas être considérée comme une marchandise ordinaire. La HSB a donné la première une forme concrète à l'idée de procurer un logement honnête pour chacun. L'air et la lumière ont pu pénétrer dans les cours que se partageaient plusieurs ensembles. La surface des logements demeurait modeste, mais les normes étaient élevées pour des logements ouvriers de l'époque. Il y avait des cuisines modernes avec cuisinière à gaz et eau courante. Quand l'organisation des locataires s'est mise à faire les plans, les lourdes chaudières à bois des laveries communales ont disparu et le lavage s'est fait à la machine. Pour les salles de bain, la lutte a été ardue. Chez un ouvrier, une salle de bain était considérée comme un luxe et on n'accordait pas de prêt pour le luxe. Les travailleurs étaient censés se laver dans les bains publics et les enfants se lavaient mutuellement à l'école. Ce n'est que tard dans les années 30 qu'on a accepté couramment la salle de bain. La HSB a démarré sa propre industrie de la construction, des usines de fabrication de portes et de fenêtres et même de maisons préfabriquées, en collaboration avec la Société de coopérative syndicale et de vente en gros. Dans les années 20, les autorités n'avaient montré aucune préoccupation sociale pour une politique du logement. L'association des locataires faisait de son mieux pour amener les politiciens et les autorités à rendre la communauté responsable de la construction de logements, puisque la construction coopérative ne pouvait régler qu'une petite partie des problèmes du logement. L'arrivée de gouvernements travaillistes dans les années 30 a changé toutes les choses. Ils se sont préoccupés du logement et y ont même vu là un moyen d'augmenter le niveau de l'emploi et de stimuler l'économie. Un certain type de construction publique de logement est apparu. 1935 a vu aussi la fondation de compagnies immobilières à but non lucratif en liaison avec l'accord de prêts et de subventions pour la construction d'ensembles d'appartements pour des familles pauvres et avec enfants. Les délégués des administrations locales étaient majoritaires dans les conseils de ces compagnies. Au cours des années 40, l'État a assumé plus clairement ses responsabilités dans la question du logement. Il a fourni de l'aide sous forme d'hypothèques secondaires garanties, des garanties de prêt. Il a assuré un certain contrôle des coûts et des loyers et un certain nombre de subventions. Il s'agissait avant tout d'éliminer la pénurie de logements et le surpeuplement. Les normes d'espace se sont améliorées. Plus tôt, le critère de surpeuplement était un maximum de 2 personnes par pièce, cuisine à part. Dans les années 60, c'est devenu un maximum de 2 personnes par pièce, cuisine et salon à part. Au milieu des années 60, le Parlement suédois a voté la construction d'1 million d'habitations en 10 ans. On encourageait pour cette période l'industrialisation des processus de construction en visant à réduire les frais. On se préoccupait aussi de fournir des services communautaires situés dans le voisinage, surtout des garderies d'enfants. De nos jours, au cours des années 70,
60% des logements en immeuble sont la propriété de compagnies de logement coopératives à but non lucratif. Il y a aussi une loi qui fait des loyers de ces habitations une base d'évaluation pour les taux des loyers du secteur privé. On a atteint un certain niveau de saturation sur le marché du logement, mais pourtant de larges groupes de citoyens sont encore bien mal logés, dans les vieux logements. On s'efforce maintenant de moderniser les habitations datant du tournant du siècle, et c'est là qu'on trouve le plus grand pourcentage d'immeubles du secteur privé. Rénover de vieux bâtiments, c'est s'introduire dans une certaine structure sociale, et cela doit se faire avec plus de précautions que planifier du neuf. Dans ces vieux quartiers, on a affaire à des locataires qui, pour la majorité, vont continuer là leur vie. Ils ne veulent pas que des ingénieurs et des politiciens décident de leur propre chef ce qu'il y a à faire sans leur donner la parole. Dans un large quartier résidentiel de Stockholm, une fois le plan de rénovation mis au point en 1974, on l'a fait circuler auprès de tous les intéressés, propriétaires, locataires, marchands, associations locales, etc. On a exposé aussi les plans sur les lieux mêmes. La question cruciale a été celle des plans de modernisation des cours et de la fusion des petits appartements en un nombre restreint de plus grands. Dans ces vieux immeubles, la très grande majorité sont petits. Et il y avait aussi le problème de la circulation. Quand les bâtiments ont été construits, il n'y avait pas de voitures privées. On pouvait utiliser les rues comme des terrains de jeu. Mais plus de nos jours. Alors que faire avec les voitures ou les enfants? La rénovation implique de meilleures normes de logement et la fusion des petits appartements en un nombre restreint de plus grands. Cela signifie que les loyers augmenteront et que certaines personnes devront déménager. Les locataires actuels pourront-ils rester? Auront-ils une subvention pour leur loyer? Si c'est le cas, de combien? Qu'arrivera-t-il aux petits marchands? Pourront-ils payer leur loyer après la modernisation? Si une nouvelle catégorie de locataires occupe le quartier, les marchands se verront-ils privés de la clientèle nécessaire? Dans le quartier à rénover, sur une population totale de 6 300 habitants ont pris part aux négociations. Ils étaient divisés en 8 groupes locaux et un groupe de coordination. Après 4 mois de travail, chaque groupe a soumis son rapport. Rassemblés par le service municipal d'urbanisme, les rapports ont été passés aux mêmes autorités et aux organisations qui avaient reçu le projet original. On suggérait bien des solutions différentes. Par exemple, pour un groupe, il s'agissait de transformer ce carrefour en une voie piétonnière et un parc. Un parc qui aurait ressemblé à ceci. Les véhicules à moteur ne seraient pas admis sur ce terrain. Le principe du conseil mixte appliqué à Birkastan n'a pas mis hors de service la démocratie représentative et de nouveaux conseils sont en train d'apparaître. Il faut considérer les conseils mixtes comme un complément à la procédure traditionnelle et un effort pour établir une base de décision plus large. Les comités représentatifs des associations de locataires étaient impliqués dans la procédure du conseil mixte. L'Association nationale des locataires est la pierre angulaire de 22 grandes associations ayant des succursales à travers tout le pays. Ces comités représentatifs organisent des réunions pour les résidents et sont un lien entre eux et les propriétaires. Les conseils mixtes représentent une façon de travailler qui en est encore au stade expérimental. Des conseils semblables se forment dans les nouveaux quartiers destinés à la rénovation et de nos jours dès le début de la planification. De nouveaux problèmes ont suscité la création de nouvelles façons de procéder. Mais ces nouvelles façons ont aussi tendance à créer de nouveaux problèmes.
Les conseils mixtes sont-ils représentatifs? Comment peut-on concilier leurs demandes, enracinées dans l'opinion locale, avec les programmes généraux à long terme des politiciens? Voici quelques-unes des questions à considérer quand on élabore de nouvelles formes de participation dans ce domaine. Ce film représente une contribution du ministère suédois du Logement et de la Planification à la conférence des